Après avoir entendu les raisons que vous donnez, cette commission en vient à la conclusion que vous êtes coupable d'outrage au tribunal. Mais dans les années 60-70, on était rendu à une étape là, où le crime organisé emmenait pas mal large. La SECO a brassé beaucoup le monde interlope. Mais ça inquiétait aussi bien des politiciens, à commencer par le gouvernement Bourassa, qui a peur que la situation lui échappe. Le gouvernement, on le voit une fois de plus, n'hésite pas à prendre tous les moyens d'action pour corriger les situations qui doivent être corrigées. J'imagine que tu as entendu la nouvelle. Risotto a été libéré hier soir. Ouais, j'ai entendu ça. Ouais. Après même pas 2 ans dedans, ça se peut-tu? Il est malade, ça a l'air. Est-ce qu'il était passé devant ta commission, lui? Non, mais ton grand-père a interrogé ses boss. C'était avant qu'il devienne le boss lui-même. Ouais, mais bon, faut dire que pendant la SECO aussi, Risotto était en vacances au Venezuela. Tu m'as jamais vraiment raconté. J'aimerais ça, tu sais. Tu veux que je te parle de SECO, là? Mais hein? Non, on est bien. Hein. Moi, c'est mon moment préféré de la semaine. Tu veux que je te parle de ces vieilles affaires-là? Ben ouais. Comment ça a commencé, déjà? Prostitution, jeux illégaux, trafic de drogue, mafia montréalaise, clan des frères Dubois. C'est pas des petits dossiers, tu sais, qu'on nous avait confiés, là. Mais bon, on nous a demandé de faire le ménage, fait qu'on l'a fait, le ménage. Mon impression sur la SECO, c'est qu'on ne la connaît pas assez. On a l'impression que ça appartient à une autre époque, que ça ne nous concerne pas. Et pourtant, ce qui s'est passé avant la SECO, ce qui a mené à la SECO, ce qui s'est passé pendant la SECO et ce qui s'est passé à la suite, ça a forgé le monde dans lequel on vit, puis notre approche du crime organisé, de la mafia. On voit à quel point il y a quelque chose de cow-boy dans toute cette histoire-là. C'est le capitalisme sans entrave, laissé à lui-même. C'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle qui s'établit et qui se joue ici. Et ça se joue à coups de mitraillettes, d'intimidation, de coups de poing, de malversation, de loterie, d'alcool, de sexe et de tout ce que vous voulez, au fond, qu'on peut imaginer dans les pires des scénarios de romans policiers. C'est la réalité du terrain. Une des décisions les plus importantes de ma carrière a été de faire de la SECO une vraie enquête publique. Bonjour, merci de vous être déplacé. Tel que nous l'avons communiqué, le juge Jean Dutil, président de la commission d'enquête sur le crime organisé, a une déclaration à faire ce matin. Et sans plus tarder, je lui cède le micro. Merci, commissaire Cordeau. Chers amis de la presse, chers collaborateurs de cette commission, bonjour. Depuis le début des travaux de la SECO en février 73, nous avons recueilli pas moins de 127 témoignages à huis clos, et dont plusieurs, vous le savez, ont grandement contribué à une meilleure compréhension des rouages du crime organisé au Québec. Depuis ma nomination comme président en décembre 1974, j'ai été profondément troublé par l'étendue du phénomène révélé par nos investigations. Je considère plus que jamais que les audiences qui ont lieu dans cette salle sont d'un vif intérêt public. Aussi, ai-je décidé, et j'en fais l'annonce officielle aujourd'hui devant vous, que les audiences de la SECO seront désormais télédiffusées et en direct.
C'est certainement un des aspects des audiences de la SECO qui vont le plus toucher l'imaginaire collectif, qui vont faire réagir le plus le public québécois, de voir tous ces avocats, ces commissaires très sérieux, mais en même temps portés un peu aussi sur le spectacle, et qui s'adressent à donc ces chefs de la mafia. Êtes-vous d'accord avec le fait que les audiences de commission d'enquête soient télévisées? Énormément, puis ça devrait être télévisé à journée. Ça concerne tout le monde, de toute façon, hein. Et puis qu'on règle le problème une fois pour toutes. Grâce à la technologie, le Québec en entier sera témoin de ce qui se dit entre ces murs. Et par conséquent, de l'urgence de cette enquête qui vise à assainir une société gangrénée. Non, je ne pense pas que le mot soit trop fort. Par le crime organisé. Oui? Monsieur le juge, iriez-vous jusqu'à dire que nos institutions sont en péril? Jusqu'où le crime organisé a-t-il gangréné notre société, comme vous dites? Écoutez, c'est ce qu'on tente d'établir ici à la SECO. Hein. Et ça, c'est un travail qui demande du temps. Et des ressources. Ce journaliste-là, il s'appelait Jean-Pierre Charbonneau. Il avait peut-être juste 25 ans, mais il manquait pas de cran. On peut même se demander si sans lui, la SECO aurait un jour existé. D'autres questions? Quatre ans plus tôt, deux sources policières de Jean-Pierre Charbonneau allaient le mettre au parfum de révélations sorties d'une importante opération d'écoute des forces de l'ordre, l'opération Vegas. On a quelque chose de gros pour toi, Jean-Pierre. Ce sera l'opération d'écoute, là, au Ridge Bar, là. Il y a quelque chose de bien troublant qui est sorti. Certainement l'événement le plus spectaculaire de l'opération Vegas, qui a duré plusieurs années, c'est cette histoire de Robert Ménard, qui s'est créé une deuxième vie. Donc, lui avait sa maison, ses enfants, son épouse, mais il s'est créé un alias avec lequel il a pu louer un appartement qui était situé juste en haut du Regio Bar. Le Regio Bar appartenait à Paolo Violi, le dauphin du chef de la mafia montréalaise, Vic Cotroni. Robert Ménard a réussi à planter des fils d'écoute électronique un petit peu partout dans le bar, ce qui a permis à la police d'écouter pendant des années les conversations de Cotroni et de Paolo Violi, aussi un autre membre important de ce clan calabrais. Sur un des tapes, qui date de l'an passé, on entend la gang à Cotroni quasiment faire le party en apprenant que ça va être Saunier, le chef de la nouvelle police unifiée de Montréal. Tabarnak, c'est gros, ça. Ouais. Nous autres, on peut pas faire grand-chose avec ça dans les médias. Mais bon, on se disait que ça t'intéresserait. C'est certain que ça m'intéresse. Mais là, ça me prend des documents, ça me prend des preuves. Parce que, tu sais, je peux pas écrire comme ça que sa nomination fait le bonheur de Cotroni. Ça me prend ce qu'il faut, là. On a ce qu'il faut. Puis là, ils m'ont donné ce qu'il fallait, les documents, et puis on avait assez de matériel pour faire notre série d'articles. Suite à sa rencontre avec les policiers Gélineau et Ducharme, Jean-Pierre Charbonneau écrit un article qui fait beaucoup de bruit. On y apprend que celui que Jean Drapeau vient de nommer chef de la police de Montréal est suspecté de corruption. Alors qu'il était chef de l'escouade de la moralité en 1966, Jean-Jacques Saunier aurait accepté une télécouleur du propriétaire de l'hôtel La Salle, un établissement où avaient cours des activités très discutables. Le cadeau empoisonné valait 700 $, une fortune à l'époque. Nommer le chef Saunier, c'était invraisemblable. C'était pas une nomination qui avait d'allure. C'était quelqu'un qui avait aucune envergure, quelqu'un dont la réputation était loin d'être sans tache. L'homme n'est pas exactement propre.
Il y a des rapports particuliers avec un certain membre du crime organisé. Et ça, Charbonneau va le dénoncer. Bien, l'hôtel La Salle, c'est un établissement d'intérêt pour l'escouade de la moralité. La prostitution fleurissait bien. Alors, pour avoir la paix avec l'escouade de la moralité, on a décidé de donner un pot de vin au commandant de l'escouade de la moralité. Le téléviseur couleur, c'était ça. Et puis, à l'époque, un téléviseur couleur, ça valait de l'argent.